Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. Vladimir Poutine n'a donc pas relevé le défi lancé par Volodymyr Zelensky. Le tête-à-tête entre les deux hommes n'a pas eu lieu aujourd'hui à Istanbul. On s'interrogera donc dans cette émission, est-ce une erreur stratégique de la part du président russe? Et que faut-il attendre de cette discussion qui devrait malgré tout s'ouvrir aujourd'hui à Istanbul sans Poutine ni Zelensky, vous l'avez compris. Il est l'un des économistes français les plus en vogue en ce moment dans le monde. Emmanuel Macron a d'ailleurs réagi mardi soir à son projet de taxer le patrimoine des ultra-riches quand ceux-ci échappent à l'impôt. Gabriel Zucman sera notre invité tout à l'heure. Ne ratez pas ce rendez-vous. Enfin, vous l'avez suivi hier soir sur LCP, l'audition de François Bayrou par la commission d'enquête parlementaire dans le cadre de l'affaire Betaram. Alors le Premier ministre a-t-il été convaincant et a-t-il eu raison d'accuser cette commission de manquer d'objectivité? Ce sera la question qui fâche à la fin de l'émission. Voilà pour le menu, on est ensemble pour 1 heure, c'est parti. Son regard est perdu dans le vide, le visage fatigué. Zelensky s'est donc bel et bien rendu en Turquie aujourd'hui, mais pas Vladimir Poutine. Des discussions devraient donc s'engager entre Russes et Ukrainiens, mais sans les deux chefs d'État. Que faut-il en attendre? La Russie est-elle prête à accepter un cessez-le-feu? Quelles peuvent être les conditions d'une paix durable? On en débat ce soir avec nos invités. Ala Poedi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes franco-ukrainienne, analyste géopolitique et consultante en relations internationales. Jean de Glinasti, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie et directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Et vous êtes l'auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Natalia Pouzirev, bonsoir. Vous êtes députée Ensemble pour la République des Yvelines et vous présidez le groupe France-Russie à l'Assemblée. Je dis bien le groupe et pas le groupe d'amitié, vous me confirmez? Tout à fait, on n'a pas vraiment d'amitié institutionnelle. On ne parle plus de groupe d'amitié en ce qui concerne la France et la Russie ici. À l'Assemblée. Enfin, Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po, créateur du blog Tenzer Strategics et vous venez tout juste de publier Fin de la politique des grandes puissances aux éditions de l'Observatoire. Voilà pour la présentation. Place au récap à présent avec Marco Pommier. Bonsoir Marco. Bonsoir Clément. Alors, on attend donc des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Ce seraient les premières depuis 3 ans. Je dis on attend parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Ça n'a toujours pas démarré. Effectivement, j'espérais vous montrer ce soir une table avec d'un côté les Ukrainiens, de l'autre les Russes. On a attendu cette image toute la journée et finalement, les pourparlers débuteront ce soir, cette nuit ou demain. Il faut dire que cette histoire a mal démarré. D'abord, on a appris ce matin que Vladimir Poutine faisait l'impasse sur les négociations à Istanbul. Il s'est contenté d'envoyer l'un de ses conseillers et 2 vice-ministres. Volodymyr Zelensky, lui, a fait le déplacement jusqu'en Turquie. Au programme, vous le voyez, une rencontre avec le dirigeant turc Erdogan, mais il refuse de se rendre à la table des négociations en l'absence du maître du Kremlin, un président ukrainien très critique du casting de la délégation russe. Je ne connais pas encore officiellement le niveau de la délégation russe, mais d'après ce que nous voyons, il semble plutôt factice. Une délégation de pure façade, réponse cinglante de Moscou. Pour qui se prend-il? Demande la porte-parole de la diplomatie russe. Au passage, elle qualifie Volodymyr Zelensky de clown et de raté. Réaction musclée aussi du ministre des Affaires étrangères. Au début, Zelensky a fait quelques déclarations exigeant que Poutine vienne en personne. Eh bien, c'est une personne pathétique. Cela saute aux yeux de tout le monde, sauf peut-être de lui-même et de ceux qui le manipulent. Et Trump, dans tout cela, où est-il? Pas là, trop occupé pour l'instant à faire du business dans les pays du Golfe. Donald Trump a quand même laissé entendre qu'il pourrait se rendre demain en Turquie. Le président américain qui estime que la clé des négociations, c'est lui. Rien ne se passera tant que Poutine et moi, on ne se sera pas rencontrés, ok? Mais nous allons devoir résoudre ce problème parce que trop de gens meurent. Merci.
Alors, pas de Poutine, pas de Trump et pas de Zelensky à la table des négociations. Et qu'est-ce qu'il en est des Européens ? Ils sont aussi en Turquie, Clément, en tout cas, les ministres des Affaires étrangères réunis dans le sud du pays pour une réunion informelle des membres de l'OTAN. La semaine dernière, les Européens ont lancé un ultimatum à Vladimir Poutine, un cessez-le-feu avant de discuter, ce que refuse le maître du Kremlin. Je le répète, la Russie est prête à négocier, mais sans conditions préalables. Quel mal y aurait-il à cela? Ceux qui aspirent réellement à la paix ne peuvent que soutenir cela. Alors résumons, Clément, toujours pas de cessez-le-feu, des pourparlers qui n'ont pas démarré, à la table des négociations, pas de président. Bref, si vous attendiez une éventuelle fumée blanche dans ces négociations, la fumée est pour l'instant bien noire. C'est très clair. Merci à vous, Marco Pommier. On va commencer par vous, Jean de Glignasti, si vous le voulez bien. On l'a compris, la paix, c'est pas pour tout de suite. Vous connaissez bien la Russie, vous avez donc été ambassadeur de France à Moscou. C'était prévisible pour vous ce qui s'est passé aujourd'hui, ou ce qui ne s'est plutôt pas passé, j'ai envie de dire? Oui, je pense dans une certaine mesure. C'est toujours facile après de dire qu'on l'avait prévu. Ouais. Pour ma part, je suis de ceux qui n'avaient jamais pensé que la Russie envahirait l'Ukraine. Hein, Mais une fois ces précautions prises, il était d'abord évident que Poutine ne viendrait pas. Parce que cette invitation de la part de Zelensky, invitation en forme de défi, assez comminatoire, oui, en forme de défi, c'est le genre de choses que Poutine n'accepte pas. Et en plus, ça rentrait dans un jeu de ballons prisonniers, si je puis dire, ou de patates chaudes. Donc, d'abord, on avait dit, on exige un cessez-le-feu préalable avant toute négociation. Et puis, en fait, Trump a lâché, si je puis dire, les Européens et les Ukrainiens en disant non, finalement, parce qu'entre-temps, Poutine avait dit je suis prêt à négocier directement pour échapper au cessez-le-feu. Et donc, il a dit oui, finalement, c'est une bonne idée. À ce moment-là, Zelensky, très habilement, a dit d'accord pour des contacts directs, mais au plus haut niveau. Et donc, à ce moment-là, Poutine était coincé et il ne pouvait que se dérober. Ouais. Nicolas Tenzer, on vient de voir avec Marco Pommier quand même cette situation étonnante. On a Zelensky qui est en Turquie, on a Trump qui est dans la région, on a les ministres européens des Affaires étrangères qui sont en Turquie aussi. On a l'impression que tout le monde s'est tenu prêt au cas où. C'est-à-dire qu'on y a quand même un peu cru ou pas du tout? J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de personnes qui en ont cru. Personnellement, non. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de m'exprimer dans les jours qui précèdent et j'ai dit que de toute manière, je ne voyais absolument pas Poutine se rendre effectivement à cette invitation du président Zelensky, qui a d'ailleurs très adroitement manœuvré d'une certaine manière, parce que depuis le 11 mars, il faut le rappeler quand même, le président Zelensky a dit « Moi, je suis prêt, comme les Européens, à un cessez-le-feu inconditionnel ». Ça fait maintenant plus de 2 mois. Donc, vous voyez, on a d'un côté, effectivement, un président qui essaye de faire tout ce qu'il peut, et de l'autre côté, un petit dictateur qui est enfermé dans son bunker, qui a peur, en plus, de rencontrer quand même un héros international. Et qui a Vous pensez qu'il a peur, Vladimir Poutine ? Il a une vraie peur. Il a une peur psychologique. Il a peur, en général, on l'a vu d'ailleurs dans toute son attitude, le fait qu'il soit dans les différents bunkers, on l'a vu pendant la crise de la Covid-19. C'est quelqu'un qui est quand même assiégé, et qui sait très bien aussi, j'étais en Ukraine encore la semaine dernière, j'ai pu le voir, que la Russie ne gagne pas, ne progresse pas, en tout cas en Ukraine. Donc effectivement, vous avez beaucoup de monde, mais qui parlent de choses différentes. Parce que d'un côté, vous avez les Ukrainiens qui disent, comme les Européens d'ailleurs, le préalable, c'est d'avoir au moins un cessez-le-feu, parce qu'on ne va pas négocier sous les bombes. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs Jean-Noël Barrot encore aujourd'hui, enfin il l'a répété plusieurs fois. Et puis de l'autre, des Russes qui disent, oui, négociation, mais négociation sur quoi, pourquoi, on va le voir, c'est absolument impossible. Et puis de l'autre côté, vous avez la confusion Trump, parce que comme tout est assez confus dans son esprit, on va en parler. Il mélange les deux. On va essayer de se mettre dans la tête de Donald Trump, mais on va d'abord faire le tour de table. J'aimerais vous entendre, vous, à la Poédie. Est-ce que vous y avez cru à cette rencontre Poutine-Zelensky ? Non, on ne peut pas le croire parce que quand même nous connaissons la situation. Poutine n'a rien à négocier. Il veut gagner l'Ukraine, il veut écraser le pouvoir en place, il veut se débarrasser de Zelensky qu'il haït en plus d'avoir peur. Et donc pour lui, il a son objectif, il ne va pas s'arrêter. Il ne voit pas comment il va arrêter aujourd'hui de détruire l'Ukraine, de bombarder, tuer les Ukrainiens tous les jours. C'est-à-dire que vous attendez rien de ces possibles discussions qui devraient débuter là dans les heures qui viennent? Non, absolument pas, parce qu'il n'y a rien à discuter. Peut-être
peut-être ce qu'on attend, et on espère que les barbares russes, peut-être, ils vont avoir, je ne sais pas, j'allais dire compassion, mais non, je ne crois pas qu'ils soient capables. Mais en tout cas, ce que voudrait le président ukrainien, c'est au moins échanger tous les prisonniers, tous pour tous. Ça n'engage en rien, je dirais, les combats sur place, mais aussi le retour des enfants ukrainiens, parce que rappelons-le que presque 20 000 enfants ont été kidnappés par les Russes et déportés en Russie. Et c'est ça aussi l'horreur que vit le pays, l'Ukraine, qui veut faire revenir les enfants. Si on peut avancer déjà là-dessus, ça sera une énorme victoire pour les Ukrainiens, mais je ne crois pas du tout en la bonté des terroristes de Kremlin. Natalia Pouzyrev, sur ces discussions qui devraient s'ouvrir, on voit que d'un côté, la délégation ukrainienne elle a pour mandat de discuter d'un cessez-le-feu de 30 jours et que les Russes, eux, ils veulent parler, je cite, d'une paix durable. Qu'est-ce qu'on peut attendre dès lors qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde dès le début ? Bien, je pense que le Kremlin, il joue la montre. Il n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait un cessez-le-feu. Donc, ses positions sont bien sûr à l'opposé de celles de la partie ukrainienne. Et Zelensky a bien joué, finalement, parce qu'il a l'appui des Européens. Enfin, pour moi, c'est quand même un point positif que les Européens et les Américains s'accordent sur le fait qu'il faut un cessez-le-feu. Vous y voyez un signe du côté de Donald Trump ? Pour moi, ça donne du poids, déjà, à la revendication de Zelensky que Européens et Américains s'accordent. Et je pense que c'est lié parce qu'il faut voir aussi tout le déroulement. Donc Trump, effectivement, a souvent des positions qui sont parfois pas toujours prévisibles et puis on a vu quand même un rapprochement des Américains. Je pense que sur la durée, des Russes, je veux dire, mais sur la durée, je pense que Trump cherche à normaliser ses relations avec Poutine. Néanmoins, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, de Keir Starmer, les Européens, petit à petit, ont été écoutés et sont revenus un peu dans le jeu. Et là, donc, on a plus de poids, si on fait un front uni, face à Poutine. Après, Poutine, ce n'est pas du tout dans son intérêt que les Ukrainiens aient le temps de reconstituer leurs forces. Donc, que peut-on attendre des premières discussions ? Effectivement, peut-être des arrangements techniques, enfin qu'on dit technique, mais qui importe beaucoup, effectivement, sur le retour des soldats et des enfants. Jean de Glignassi, comment vous analysez un peu ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, dans l'attitude de Donald Trump, dans la façon dont, finalement, il semble être plus sensible à ce que peut dire Zelensky. Dans la presse ce matin, il y avait cette métaphore du mistigris, comme si... et du côté de Poutine et du côté de Zelensky, on essayait de se renvoyer la balle pour éviter de s'attirer les foudres de Donald Trump. Mais c'est exactement ça. Cela dit, moi je ne suis pas de ceux qui considèrent que Trump est un fou, un fantaisiste. Il y a une continuité dans sa pensée. Et d'ailleurs, c'est un peu inquiétant à la fois pour l'Europe et pour l'Ukraine. La continuité de sa pensée, c'est qu'il veut normaliser, comme vous l'avez dit, avec l'Ukraine, faire du business avec la Russie, normaliser avec la Russie, pardon, faire du business. Il a au passage mis la main sur les ressources en minerais rares. Il a signé ce fameux accord sur les... Et d'ailleurs, dès la signature, sa position a changé vis-à-vis de l'Ukraine. C'est ça qui l'a rendu plus conciliant avec Zelensky. Et l'action de Macron, et l'action des Européens. Les deux ont convergé pour l'amollir un peu, si je puis dire. Est-ce qu'il faut voir un revirement de Trump ? Il n'y a pas de revirement. Il n'y a pas de revirement. Continuité. Il veut normaliser avec la Russie et Poutine joue là-dessus, mais il ne pourra pas aller trop loin parce qu'il ne doit pas perdre non plus. Il veut s'occuper de la Chine, ça c'est sa deuxième priorité. Et en fait, tout le jeu de Poutine, qui est sur une ligne de crête, c'est de ne pas mécontenter Poutine, tout en laissant le processus de normalisation procéder. C'est un pari risqué, mais c'est ce qu'il essaye de faire. Nicolas Tenzer, vous êtes d'accord ? Parce qu'on a quand même entendu Donald Trump montrer ouvertement qu'il était agacé par Poutine ces derniers temps et dire qu'il se sentait manipulé par Vladimir Poutine. Est-ce que Vladimir Poutine doit se méfier de Donald Trump ? Il doit avoir peur un peu d'un... Écoutez, moi je pense effectivement, là pour le coup je suis assez d'accord, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une loi de la plus grande pente qui est que Trump, pour des raisons de collusion financière vraisemblablement, ça a été quand même démontré, mais surtout idéologique, est en fait assez proche de Poutine. C'est-à-dire que je ne crois pas malheureusement que Trump va lâcher véritablement Poutine. Là, il y a eu effectivement quelques changements. On l'a vu après la rencontre, notamment au Vatican, en marge des funérailles du pape François, et où là, je pense, le président Zelensky, de seul à seul, a effectivement convaincu Trump que Poutine, ce que d'ailleurs
Trump a posté après, l'avait véritablement baladé. C'était la formule utilisée par Trump. Ça, je pense qu'il en a eu conscience. Mais derrière, vous avez quand même un certain nombre de conseillers qui sont très liés d'une certaine manière à Poutine, qui sont dans la même idéologie, des gens comme Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump. Et puis je pense qu'il y a un dernier facteur qui est, à mon avis, aussi important, c'est que Trump n'a aucune appétence, aucune considération pour le droit international. Et quand vous voyez la manière dont lui-même d'ailleurs agit, on le voit à propos du Groenland, mais dont lui-même finalement se moque complètement des crimes de guerre contre l'humanité, de génocide, d'agression commis par la Russie, quand on voit que tous les financements, par exemple, pour la recherche des enfants ukrainiens, donnés à des associations américaines ou des universités américaines, pour également l'enquête sur les crimes de guerre commis par la Russie, que tout ceci a été complètement tari, on se dit que voilà, les marges de manœuvre sont seules. La seule corde de rappel, peut-être, ça va être du côté du Congrès américain, où il y a quand même une partie des républicains qui considèrent que le soutien à l'Ukraine est quand même déterminant. Aussi, vous avez en tête ce possible volet de sanctions américaines, voilà, c'est ça? Et ça, voilà, exactement. Et là, effectivement, ça peut être effectivement un changement si vous avez ces parlementaires qui prennent de la distance. Vous imaginez les parlementaires prendre ces sanctions contre la Russie sans le feu vert de Donald Trump aujourd'hui, disons qu'il peut y avoir à un certain moment une forme de conviction et que Trump lui-même, qui est quand même un peu affaibli, je dirais, sur le plan intérieur, quand on voit les sondages quand même extrêmement déclinants, pourrait peut-être... Voilà, mais encore une fois, c'est un espoir fragile. En fait, Trump agit essentiellement en fonction de son opinion publique aussi. Donc moi, je serais très basique par rapport à l'approche de Trump aussi, c'est qu'il veut, comme on dit, tick the box, il veut cocher la case. Paix en Ukraine, résolution plus ou moins du conflit à Gaza, c'est pourquoi ça qu'il s'entend avec MBZ en Arabie Saoudite. Il y a forcément des enjeux de reconstruction et des accords entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, ou les pays arabes en général, concernant le futur de Gaza, et des accords avec Israël aussi, pour, à mon avis, faire sortir le Hamas, évacuer le Hamas. Donc tout ça, c'est construit pour qu'il coche des cases. Ensuite, il peut se préoccuper de la Chine. Mais il faut qu'il montre à sa population qu'il a réussi quelque part son coup. Voilà, la paix est revenue, elle est factice ou pas. Mais le Congrès va être obligé de se pencher sur des questions budgétaires et de politique. Donc là, l'approche de Lindsey Graham, effectivement, du sénateur, est intéressante. On peut peut-être expliquer ce qu'il a en tête, son projet. Des sanctions secondaires. Donc il ne s'agit pas de cibler uniquement la Russie. C'est frappé très fort. Ce serait éventuellement, alors ça paraît aussi difficile, mais bon, ce serait notamment viser la Chine et l'Inde, qui sont importatrices du pétrole russe, pour les sanctionner. Et les sanctionner comment? Alors on peut repartir dans la guerre des tarifs en disant on va vous sanctionner en augmentant... On parle de 500%, des tarifs douaniers à hauteur de 500%. Je ne sais pas si c'est vraiment une solution applicable, mais en tout cas, de parler de sanctions secondaires, c'est très dissuasif, ça peut faire bouger la Chine peut faire bouger aussi là aussi. Moi, je pose la question très innocemment, mais l'Europe importe encore du gaz russe, la France importe de l'uranium russe. On va se prendre pas d'uranium et on peut s'en passer, on n'importe plus d'uranium de Russie aujourd'hui, vous en êtes certaine? Je suis certaine. On fait de renrichissement d'uranium, mais on peut s'arrêter, on a des stocks, c'est parce qu'on a des stocks d'uranium appauvri et on peut les faire... Mais si en dehors des sanctions, de toute façon, l'uranium, mais on a du minerai de base, non, on n'importe pas de Russie. Et puis, non, je pense que quand même, non, on a encore le gaz liquide russe, et ça, c'est l'Europe qui a dit qu'elle en sortait progressivement. On est, je crois, à moins de 10%. Mais non, je pense que, franchement, si on s'y met tous, et s'il y a des sanctions, un renforcement des sanctions américaines, et qui continuent surtout, et ça, c'est notre rôle à nous, Européens, de les convaincre, c'est qu'ils continuent à envoyer leur armement en Ukraine, parce que cessez-le-feu, paix, on n'en sait rien. Entre-temps, il faut continuer à alimenter on ne vous a pas entendu là encore depuis longtemps. Et ça, Trump peut faire bouger quand même. Ça me permet de revenir quand même à ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon vous, peut contraindre la Russie à accepter un cessez-le-feu inconditionnel, un cessez-le-feu de 30 jours? Je ne pense pas qu'ils vont vouloir accepter cessez-le-feu.
parce que c'est pas du tout dans les objectifs de Vladimir Poutine. C'est clair, c'est évident que s'il voulait accepter le cessez-le-feu... Donc il n'y a rien qui peut contraindre la Russie aujourd'hui, selon vous? Il l'aurait déjà fait. Ça fait le 11 mars, l'Ukraine a signé avec les États-Unis une sorte de pré-accord de cessez-le-feu. Donc tout est déjà sur la table. Mais vous voyez, depuis, Poutine, il fait tout son possible pour ne pas accepter le cessez-le-feu, pour traîner n'importe quoi, les négociations, les différentes conditions, ou même les négociations sans conditions, en y mettant les conditions. Donc on est vraiment dans des situations complètement ubuesques. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui n'est pas fou. Il voit ce que se passe. Il voit que pour l'instant, la force est de son côté. Parce qu'il a réussi à mettre Trump dans sa poche. Ça lui donne cette assurance de continuer. Il va brouiller tout le monde. Il va mentir. Il va continuer à imposer les conditions, ne pas les respecter. Il va proposer les rencontres, ne pas venir à des rendez-vous. Donc, parce que rien ne l'empêche. Pourquoi il se priverait de ce genre de comportement? Et nous, malheureusement, nous avons en face un Donald Trump qui est un peu une sorte de vide sidéral intellectuel, qui fait un peu ce qu'il veut dans sa tête et il oublie ce qu'il a dit la veille et le lendemain, il change complètement d'avis. Mais où est l'espoir? Quand on vous entend, il n'y a pas d'espoir pour les Ukrainiens. Non, l'espoir sur les Ukrainiens, c'est les forces armées ukrainiennes bien armées, bien équipées, soutenues par toute la population ukrainienne. Comme aujourd'hui, je porte, voyez, la vyshyvanka, c'est la chemise traditionnelle ukrainienne parce que c'est le signe de solidarité de tous les Ukrainiens du monde entier et de tous ceux qui nous soutiennent aussi dans notre combat. C'est ça notre salut, parce que Vladimir Poutine, il sait qu'il a l'arme ultime, c'est l'arme nucléaire. Et ça fait peur à tout le monde. Donc toutes les négociations, les tergiversations, tout ce qu'on voit, ces danses macabres sur la place internationale, ça s'arrête là, parce qu'à un moment précis, il sort son truc nucléaire et il dit voilà, attention, ne bougez plus. Et ça s'arrête là. Donc la seule chose, les seuls qui peuvent combattre Vladimir Poutine, c'est les forces armées ukrainiennes, parce qu'on le fait depuis plus de 3 ans. Alors on va s'intéresser à présent à ce que pensent les Ukrainiens eux-mêmes de ces tractations diplomatiques. Est-ce qu'ils croient réellement à une paix avec la Russie? C'est un reportage à Kharkiv de Maryse Burgot et Stéphane Guillemot. À Kharkiv, les transports publics sont gratuits. Maigre consolation dans cette ville meurtrie située à 18 km du front. Les négociations directes proposées par Vladimir Poutine laissent perplexes ces civils épuisés par 3 ans de guerre. Quand vous bombardez l'Ukraine à peu près 100 à 150 fois par jour, et encore aujourd'hui, et que vous parlez de négociations, moi je dis que ces mots-là ne valent rien. Oleksandr Vlasenko, 60 ans. Il était dans son appartement quand un drone russe a touché son immeuble. Il a survécu, mais ne lui parlez pas de négociations possibles avec Vladimir Poutine. C'est un cynique, un menteur et aussi un tueur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez, des enfants ont été tués ici. Nous avons rendez-vous avec une jeune femme dans ce café un peu particulier. Anna Manakova a perdu son meilleur ami sur le front. Elle gère ce lieu où se rassemblent ceux qui ont perdu un proche. En Europe, n'écoutez pas Vladimir Poutine. Dans les territoires occupés par les Russes, par exemple, ils disent qu'ils reconstruisent, mais ce n'est pas vrai du tout. À l'extérieur de Kharkiv, quelques soldats positionnés. Leur mission, abattre les drones russes qui menacent en permanence la ville. Honnêtement, je sais bien qu'un jour ou l'autre, ça va se terminer par des négociations. Mais quand je vois combien les Russes sont en bonne position aujourd'hui, je crois qu'ils ne vont pas négocier avant 2026. Après 3 ans de guerre, l'espoir ne gagne pas encore les esprits. Nicolas Tenzer, je crois que vous étiez en Ukraine récemment encore. Vous avez entendu le même type de réaction, si je puis dire. Là, on voit que les Ukrainiens, ils n'y croient pas du tout à une paix à court terme. Ils n'y croient pas et ils ont d'ailleurs totalement raison sur le plan strictement rationnel. C'est-à-dire que Poutine ne veut pas la paix, il veut tout simplement continuer à détruire l'Ukraine, à annihiler la population ukrainienne. Il mène une guerre véritablement d'extermination, c'est ça la réalité. Et d'ailleurs, tous ces témoignages sont corroborés par un sondage récent qui a été fait. 83% des Ukrainiens continuent de considérer qu'il ne peut pas y avoir de paix avec la Russie de Poutine. Je crois que ça, c'est parfaitement clair. 10%, on considère que oui. Mais la victoire militaire des Ukrainiens, pour vous, elle est encore possible aujourd'hui? Alors, je pense que... il y a 2 choses. Premièrement, aujourd'hui, et ça, j'ai discuté avec des gens qui étaient vraiment au front,
l'armée russe ne progresse pas. Alors, parce que vous entendez quand même ce soldat russe dans le sujet, oui, non, c'est pas du tout ça. Il y a deux choses différentes. Perception des choses. C'est-à-dire que, la situation est extraordinairement difficile. C'est-à-dire que les ravitaillements arrivent très difficilement, ils sont pilonnés, il n'y a plus de chats. Enfin, je veux dire, la situation est très difficile, mais ça ne veut pas du tout dire que la Russie progresse. Ça ne veut pas dire aujourd'hui que les Ukrainiens sont capables, dans l'état actuel, de reconquérir l'ensemble des territoires capturés. Ça, oui. Mais, encore une fois, il n'y a pas de progression de la Russie. Dernier point, qui est très important dans ce qu'a dit effectivement une des personnes là. Dans les territoires occupés par la Russie, le quotidien, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des tortures, des chambres de torture installées systématiquement, des déportations d'enfants, un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948. Ce sont des viols collectifs et ce sont des assassinats. Et comment est-ce que vous voulez faire la paix avec quelqu'un qui agit de cette manière-là ? Leur laisser les territoires, c'est donner à Poutine un permis de tuer. Et dernier point, si vous permettez, très rapidement, si aujourd'hui nous allons vers des négociations soi-disant de paix, qu'il y a un accord de paix, Poutine continuera demain. Et entre-temps, vous aurez une sorte de prétexte, vous aurez des opinions publiques démobilisées en Europe qui vont dire « Mais voyez, on a la paix, plus besoin d'armer l'Ukraine et plus besoin de se défendre nous-mêmes. » Et ça, c'est un danger mortel. Jean de Glignesti, on a quand même appris aujourd'hui qu'apparemment, la Russie est en train de masser à nouveau des troupes aux frontières avec l'Ukraine. Ça fait assez longtemps qu'on prévoit en fait l'offensive de printemps qui maintenant va être une offensive d'été. Qu'est-ce qui se prépare exactement selon vous ? Ça, honnêtement, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un débat actuellement à Moscou entre ceux qui disent qu'il faut saisir l'occasion offerte par Trump, il faut profiter de Trump et normaliser avec les États-Unis, quitte à renoncer à une partie de nos ambitions, qui sont des ambitions qui vont au-delà des 4 oblasts et de... Vous parlez d'ambition territoriale en Ukraine ou d'ambition géopolitique au niveau européen, si l'on peut dire, créer une sorte de zone pro-russe autour de la Russie. Voilà, une zone d'influence qui est la plus vaste possible. Donc il y en a qui disent on sacrifie cet objectif maximaliste, on reste aux 4 oblasts, la personne ne remet en cause plus la Crimée, mais on normalise avec Trump. Et donc ça vaut le coup de sacrifier nos grandes ambitions et se limiter aux petites. Et puis il y en a d'autres qui disent Trump est un rigolo, Trump dans 4 ans il sera plus là, il y a les midterms très bientôt, il va les perdre. Souvenez-vous, Trump a été le président américain qui a mis le maximum de sanctions contre la Russie. Ce monsieur n'est pas fiable. Continuons et nous avons l'avantage sur le terrain. Et qui a l'avantage aujourd'hui au Kremlin ? C'est évident que c'est le deuxième parti qui a l'avantage. Et donc de plus en plus, effectivement, Poutine penche sur les ambitions maximales. D'un mot juste, vous connaissez la psychologie des Russes en général et puis en particulier de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui pourrait le faire plier ? Sa disparition physique, en fait. C'est la seule possibilité. Pour vous, c'est la seule issue possible. Rien n'est possible. Personne ne peut le faire plier. Je crois que, en fait, ce qui pourrait faire payer, je suis désolé de le dire devant Anna, mais c'est que... Allah, pardon. Oui. Comment dirais-je ? C'est que Trump impose les idées russes, ou en tout cas... Trump ne peut rien imposer, voilà. c'est déjà et il peut le faire, mais en mettant l'Ukraine à genoux. Pas. Vous avez bien vu les imposer à l'Ukraine, même le 28 février, les imposer à l'Ukraine. L'Ukraine ne l'acceptera pas. Mais si Trump exerce une pression maximale et normalise ses relations avec la Russie, peut-être que Poutine... pourrait changer d'opinion. Oui. Natalia Pouzyrev, peut-être sur ce qui peut se préparer là d'un point de vue militaire. Oui. Je prends ma casquette de députée de la Commission de la Défense. Ce qu'il faut voir, c'est que pendant beaucoup de temps, on a parlé de cette paix juste et durable, et je pense que effectivement, c'est un horizon qui est un peu lointain parce que finalement, Poutine n'a aucun intérêt d'aller vers cette solution-là. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Ukrainiens, eux, ils ont besoin du cessez-le-feu. Ils ont un besoin impérieux pour reconstituer, comme je disais, leurs forces, pour faire tourner les soldats. Et donc, ça, si vous voulez, c'est important parce que les attaques russes, même s'ils ne progressent pas beaucoup, les Ukrainiens auront du mal à tenir dans la durée. Et ils le savent. Donc, disons que les Russes ont le temps pour eux. Si jamais ils reprennent, s'ils arrivent à reprendre pied sur l'autre rive du Dniepr, là, ils pourront consolider leur position et prendre complètement les oblasts de Zaporijjia et de Kherson. Et ça, même s'ils les revendiquent aujourd'hui, ces régions sont
coupée en deux par le Dniepr, et vous avez la ville de Zaporijia qui est complètement en territoire ukrainien, où chacun vit sa vie comme il le peut. Moi, j'y suis allée, il y a des bombardements quand même tous les jours. Mais si vous voulez, c'est une situation qui n'est pas acceptable pour les Ukrainiens. Ils le disent, les Ukrainiens d'ailleurs, qu'ils n'auront pas la capacité de reprendre les territoires occupés à l'heure actuelle. Mais qu'à un moment donné, on puisse céder et que les forces russes puissent s'emparer de positions nouvelles dans le sud, ça menace Odessa, ce serait la maîtrise de la mer Noire. Et ça, Donald Trump, il laisserait faire selon vous? Ça, c'est un risque. Ou ce serait une prise de risque de Vladimir Poutine de se lancer là-dedans vis-à-vis de Donald Trump? Pour moi, les Européens auront à bouger et auront à convaincre les Américains. Bouger, ça veut dire quoi pour vous? Bouger, ça veut dire qu'on a la France, par exemple, les nations cadres en Roumanie, parce qu'on se rapproche du Sud. Et donc, c'est d'avoir renforcé la dissuasion, nos forces de dissuasion sur le flanc oriental et forcément donner plus d'armement aux Ukrainiens. C'est l'armée ukrainienne qui est notre bouclier. C'est véritablement... Eux, ils alignent 800 000 soldats. C'est pas parce que nous, on mettrait 30 000, 40 000 soldats. Là, c'est dans le cas où il y a un cessez-le-feu et c'est une force, je dirais, c'est pas une force d'interposition. Donc, les scénarios sont clairs. C'est l'armée ukrainienne qu'il faut continuer à soutenir. Et pour ça, on doit avoir les Américains à bord et continuer à fournir. J'aimerais en parler avec vous, Nicolas Tenzer. C'est super important, ça. Est-ce que vous arrivez à vous mettre dans la tête de Donald Trump et vous pouvez nous dire ce qu'il a en tête? Est-ce qu'il a un plan concret pour imposer la paix ou pas? Écoutez, je ne pense pas qu'il l'ait, et même s'il l'avait, il ne pourrait pas l'imposer. Je ne pense pas qu'il l'ait, parce que je pense qu'il y a effectivement une confusion mentale chez Trump, où il n'y a pas une vision de long terme. Je ne suis pas beaucoup sûr, d'ailleurs sûr, que Joe Biden ait d'ailleurs eu un plan à moyen terme. Il n'y avait aucune stratégie russe du côté de l'administration Biden non plus. Maintenant, il ne peut pas l'imposer, parce que d'abord, vous avez les Ukrainiens, et les Ukrainiens, encore une fois, résistent. 50% des armes aujourd'hui utilisées par l'Ukraine sont des armes ukrainiennes. Ils ont fabriqué 1,5 million de drones. Enfin, on voit bien que quand le soutien militaire américain est coupé, ça devient très compliqué. Ça devient difficile, mais justement, c'est tout l'enjeu, effectivement, de l'Europe. Et c'est tout l'enjeu de l'Europe, c'est de monter en puissance considérablement sur deux choses. Fourniture d'armement que les Ukrainiens n'ont pas, d'une part, notamment missiles longue portée, avions, etc. Et d'autre part, renforcer la capacité de production qui est quand même considérable de l'industrie ukrainienne. D'ailleurs, il y a des fonds, 1 milliard, c'est trop peu, qui ont été débloqués là-dessus sur les intérêts des avoirs gelés. Donc encore une fois, l'Europe, je veux dire, c'est pas rien sur le plan militaire. D'ailleurs, l'Europe a, pour l'instant, donné quand même beaucoup plus d'armes finalement à l'Ukraine que les États-Unis. À la Poédie, là-dessus peut-être. Oui, j'ai une autre question, je vous la pose tout de suite. Bien sûr. Est-ce qu'un retrait total des États-Unis du dossier est envisageable et avec quelles conséquences? Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment envoyer pour pronostiquer l'avenir avec Donald Trump. Tout est envisageable avec lui. Les pires scénarios sont possibles. Mais dans tous les cas, il y avait les sondages récents parmi les Ukrainiens qui ont confirmé que peu importe les États-Unis sont présents ou pas, l'Ukraine va continuer à défendre leur territoire parce que, comme a dit Nicolas Tenzer, c'est les territoires occupés aujourd'hui. C'est pas tout simplement les territoires, c'est pas la géographie, c'est les hommes et les femmes et les enfants qui sont tués, torturés, les Ukrainiens qui sont anéantis par les Russes. Donc nous avons besoin de faire revenir tout ça en Ukraine et c'est possible parce que le problème aujourd'hui c'est le manque d'équipement, le manque d'armement. Nous n'avons pas d'avions. L'armée ukrainienne se bat aujourd'hui avec un bras lié dans le dos parce que nous n'avons même pas l'aviation normale. Donc l'Europe, elle peut par exemple, en Europe il y a plus de 2000 avions fiables. Donc envoyer au moins quelques centaines avec les pilotes européens. Et là, ça bougera les choses. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est la fin de ce débat. On va le suivre. Et on va regarder bien sûr ce qui se passe du côté d'Istanbul. A priori, la délégation ukrainienne devrait arriver dans les soirées. Et donc, ces discussions devraient s'ouvrir à Istanbul dans les heures qui viennent. On reçoit à présent un économiste français dont le nom fait trembler certains milliardaires. Bonsoir Gabriel Zucman. Bonsoir. Vous êtes en guerre contre l'optimisation fiscale et vous portez une proposition très concrète qui cible ceux parmi les ultra-riches qui échappent à l'impôt. On va en discuter ensemble dans un instant, mais d'abord votre portrait signé Baptiste Gargui-Chartier. Gabriel Zucman, si on vous invite ce soir, c'est qu'à l'heure où la France cherche à remplir ses caisses, vous proposez des pistes pour taxer les ultra-riches. D'ailleurs, une de vos propositions consiste à imposer une taxe plancher sur la fortune à hauteur de 2% du patrimoine.
Donc ce qu'on demande simplement, c'est que ces 1800 plus grandes fortunes contribuent leur juste part d'impôt au même titre que le reste de la population. Gabriel Zucman, vous êtes diplômé de l'EHESS, économiste et professeur des universités à l'ENS. Depuis, vous menez des recherches sur les paradis fiscaux et leur rôle dans la dégradation des finances publiques. En témoignent vos nombreuses publications, dont l'une des dernières porte sur les injustices fiscales. Vos travaux inspirent même certains députés. Illustration à l'Assemblée où le groupe écologiste a réussi à faire voter en février dernier votre mesure pour imposer les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, soit jusqu'à 4000 contribuables. Chers collègues, le choix qui est devant vous est simple. Voulez-vous défendre l'intérêt général ou protéger les privilèges d'une poignée de milliardaires? Je vous remercie. La taxe pourrait générer entre 15 et 25 milliards d'euros de recettes, à en croire les auteurs du texte. Mais la proposition doit faire son arrivée en juin au Sénat et les chances d'un vote favorable sont minces, d'autant que le président cette semaine a donné le ton. Est-ce que vous pensez que si la France toute seule met une taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, les gens vont gentiment rester pour être taxés? Oui. Présentez-les-moi. Sincèrement, présentez-les-moi. Argument brandi à plusieurs reprises. Alors Gabriel Zucman, que répondez-vous au président? Bonsoir Gabriel Zucman. Bonsoir. Alors on a compris le principe de cet impôt plancher que vous proposez et qui cible les ultra-riches. On ne va pas perdre de temps, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron quand il dit que votre taxe va déclencher un exil fiscal des Français les plus riches? Que cette crainte de l'exil fiscal, il faut la prendre au sérieux et que la meilleure façon de la prendre au sérieux, c'est de se pencher sur les études existantes. Or, toutes les études, elles aboutissent à la même conclusion, qui est que l'exil fiscal, il n'est pas nul, mais il est très faible. Donc il y a des études de très grande qualité qui ont été réalisées récemment sur des données suédoises et danoises où il y a eu des impôts sur la fortune pendant longtemps, beaucoup de variations dans l'impôt sur la fortune. Il y a des études sur des données anglaises. Il y a même des chiffres en France, François Hollande, quand il augmente l'ISF après son élection, la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, évalue à 20% la progression des départs chez les contribuables qui payaient cet ISF. Au sein de la Direction Générale des Finances Publiques, depuis longtemps, il y a un observatoire des délocalisations fiscales des contribuables sujets à l'ISF, et c'est toujours des flux très faibles, c'est-à-dire c'est de l'ordre de quelques centaines de personnes. Oui, mais 20% de quoi? Si c'est 20% de 100 personnes, ça fait 120 personnes. En 2017, l'année avant l'abolition de l'ISF, il y avait 350 000 contribuables à l'ISF. Donc vous voyez des flux entrant ou sortant d'ailleurs, qui s'équilibre à peu près de quelques centaines de personnes, c'est tout simplement négligeable, c'est dérisoire par rapport aux masses en jeu. Donc c'est ça, c'est encore une fois, l'exil fiscal, c'est pas zéro, mais c'est très faible. Et deuxième point très important, dans la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 20 février... Donc présentée par les écologistes et qui va arriver au Sénat le 12 juin. On va en parler. L'impôt plancher de 2% sur le patrimoine des foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Dans cette proposition de loi, il y a un dispositif qui dit que les contribuables qui seraient tentés par l'exil fiscal resteraient sujets à cet impôt 5 ans après leur départ, ce qui est de nature à les décourager encore un peu plus. Ça, c'est légal? Et 5 ans, c'est dans la proposition de loi, c'est parfaitement légal. On n'est pas sur ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Ça pourrait être 7 ans, ça pourrait être 10 ans. Pas du tout, c'est-à-dire qu'on a déjà des mécanismes d'exit tax qui viennent taxer des gens qui étaient précédemment résidents fiscaux en France. Et simplement, là, on vient élargir un petit peu cette logique. Il faut bien comprendre que l'exil fiscal, comme la concurrence fiscale, comme l'évasion fiscale, ce n'est pas une loi de la nature. C'est un choix qu'on fait de le tolérer ou au contraire, on peut le limiter. Et les pays font des choix différents. Les États-Unis taxent leurs citoyens où qu'ils vivent, même si ils ont vécu que 2 mois aux États-Unis. Quelqu'un qui serait né aux États-Unis, à citoyenneté américaine, et qui ensuite ne remet plus les pieds aux États-Unis, en principe doit payer des impôts aux États-Unis jusqu'au restant de ses jours. La France et la plupart des autres pays, c'est l'extrême inverse. Si vous avez passé toute votre vie en France, vous êtes devenu milliardaire en France et tout d'un coup vous partez, vous exilez en Suisse, alors immédiatement on arrête de vous taxer. On peut avoir un entre-deux où les impôts continueraient à vous suivre pendant 5 ans ou 10 ans. Comment vous expliquez du coup que votre taxe, Emmanuel Macron n'en veuille pas? Non, mais je pense qu'il y a un petit peu, ces craintes d'exil fiscal c'est un grand classique des débats sur la taxation des riches. Elles sont instrumentalisées depuis des années, des décennies, enfin depuis des siècles même. On parlait déjà, on agitait la crainte du départ des aristocrates au moment de la Révolution française. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, ce dont on parle,
C'est pas faire la révolution fiscale, hein, c'est une proposition modeste, cet impôt plancher de 2%. Alors, expliquez peut-être le mot plancher, que les gens comprennent bien. Très important de comprendre ce que c'est. Simplement, c'est un dispositif qui est un mécanisme de taxation différentielle. Ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire, prenez les foyers fiscaux qui ont 100 millions d'euros ou plus de patrimoine. On parle d'à peu près 1800 foyers fiscaux, toute petite population. Et puis, vous regardez les impôts qu'ils payent aujourd'hui, en impôts sur le revenu, CSG, etc. Vous faites la somme de tout ça. Eh bien, le principe de cet impôt, c'est de dire qu'il faut que cet impôt sur le revenu représente au moins l'équivalent de 2% de leur fortune. Alors, s'ils payent déjà l'équivalent de 2% de leur fortune en impôt sur le revenu, ils n'auraient rien d'autre à payer. D'accord ? Elle ne vient s'appliquer que pour des gens qui, par définition, payent très peu d'impôts sur le revenu. C'est un complément. Ce que vous décrivez, c'est à peu de choses près quand même ce que le gouvernement a l'intention de mettre en place sous la forme de ce qu'il appelle un impôt minimal différentiel, sauf qu'il serait fixé à 0,5% du patrimoine. C'est une taxe Zuckman Light. Oui, 0,5%, c'est quand même la même idée, on est d'accord. Et puis surtout, dans ce qu'on a pu comprendre, dans ce qui a filtré jusqu'à présent du projet du gouvernement, c'est 0,5% à l'exclusion des biens professionnels. Les biens professionnels étant définis comme la détention de beaucoup d'actions. Alors, le patrimoine de toutes ces grandes fortunes, c'est détenir des grosses parts, beaucoup d'actions dans des sociétés. Donc, c'est 0,5% d'une toute petite assiette. Oui, mais s'ils font ça, c'est au nom de l'attractivité. On a vu la place aujourd'hui, dans ce classement publié aujourd'hui, la France est numéro 1 en Europe en termes d'attractivité. Il faut bien attirer des entrepreneurs. Et qui dit entrepreneur de talent, en général, dit gros patrimoine. Alors, chaque chose en son temps. D'abord, pourquoi 2% et non pas 0,5% ? D'où vient ce chiffre de 2% ? Il n'est pas sorti du chapeau. 2%, c'est le taux qui permet de s'assurer que les impôts payés par les milliardaires et les centimillionnaires ne représentent pas une plus petite part de leurs revenus que pour les autres catégories sociales. Parce que tout part de là. C'est ça le constat de base, c'est qu'aujourd'hui, notre système fiscal est caractérisé par une violation du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Voilà l'ordre de grandeur aujourd'hui. C'est très simple. Les catégories, les classes moyennes, les classes populaires, les classes moyennes supérieures, payent peu ou prou, tout prélèvement obligatoire confondu, de l'ordre de 50% de leurs revenus en impôts. Ce n'est pas une surprise, on a un taux de prélèvement obligatoire élevé en France, de l'ordre de 50%, de l'ordre de 50% du revenu national. Et donc c'est ce que payent quasiment tous les Français. Pour les milliardaires, c'est 2 fois moins, 25%. Quand vous ajoutez tout ce qu'ils payent, y compris l'impôt sur les sociétés, dont s'acquittent les entreprises qu'ils possèdent, donc 2 fois moins. Avec un taux minimum de 2%, on vient non pas créer de la progressivité fiscale, on vient simplement effacer cette régressivité, qui, j'insiste là-dessus, est une violation du principe constitutionnel fondamental d'égalité devant l'impôt. Donc ce que vient faire cette proposition de loi, c'est simplement réaffirmer et traduire en pratique ce principe constitutionnel clé. Votre texte, il arrive le 12 juin au Sénat majoritairement de droite. Vous y croyez à une adoption de cette proposition de loi des écologistes ? Oui, je pense que c'est possible. D'abord, qui pensait que ça passerait à l'Assemblée nationale le 20 février ? C'était quand même pas gagné. Ce n'est pas une Assemblée nationale, comme on sait, qui est dominée par des partis de gauche. Pourquoi est-ce que c'est passé à l'Assemblée nationale ? Parce que fondamentalement, ce dispositif qui est proposé, c'est un dispositif anti-abus. Encore une fois, ce n'est pas le grand soir fiscal, ce n'est pas la révolution fiscale. C'est un plancher, un dispositif anti-abus qui vient cibler les cas qui, parmi les ultra-riches, payent très peu d'impôts. Je pense que c'est un principe qui peut faire consensus. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé cette proposition, parce que d'où est-ce qu'elle vient ? Elle vient des travaux que j'ai menés au G20 l'année dernière. Le G20 était présidé par le Brésil. Le Brésil m'avait demandé d'écrire un rapport pour proposer des nouvelles formes de coopération internationale, et j'avais créé cette proposition qui me semblait de nature à pouvoir être consensuelle dans une enceinte comme le G20. Donc c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on peut tous se mettre d'accord et qui, dans quelques années, fera consensus. J'aimerais vous entendre sur un autre sujet, les États-Unis que vous connaissez bien, vous êtes franco-américain, vous enseignez à Berkeley, vous avez conseillé certains responsables démocrates, notamment Bernie Sanders, sauf que les Américains ont fait un choix radicalement opposé avec Donald Trump. Ils ont élu un milliardaire, soutenu par des milliardaires, et une fois élu, il a nommé dans son administration, je crois, 6 milliardaires, si j'ai bien compté. Tout cela s'est fait démocratiquement. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, qui avez fait de la lutte contre les injustices votre combat principal ? Simplement qu'on voit l'illustration très concrète des risques qui sont associés à une concentration trop extrême des richesses. La richesse, c'est le pouvoir.
la concentration extrême des richesses, c'est la concentration trop extrême du pouvoir. Et ça vient toujours avec des formes de capture du pouvoir politique, de capture du pouvoir médiatique, d'influence sur l'idéologie dominante, d'influence sur les marchés. Et on avait alerté contre ce risque, effectivement, en 2019, quand, avec mon collègue Emmanuel Saez, on avait écrit notre livre « Le triomphe de l'injustice », où on expliquait les problèmes d'injustice fiscale qui se posaient aux États-Unis et qu'à terme, on risquait d'entrer dans une dérive plutocratique dans laquelle les États-Unis ont sombré. Ça veut dire que pour vous, les milliardaires au pouvoir défendent forcément les intérêts des milliardaires, des plus riches, au détriment des plus pauvres. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, la politique trumpiste, c'est une politique de dérégulation, de baisse de taxes pour les très riches et de baisse de dépenses d'aide à la santé pour les plus pauvres, pour les personnes âgées. Et comment vous expliquez que une majorité d'Américains ait fait ce choix? Parce qu'il ne s'est pas caché, Trump, il a affiché la couleur. Je pense qu'en partie en raison de la faiblesse de l'alternative proposée par le Parti démocrate, qui n'a jamais réussi à formuler une contre-proposition qui soit suffisamment probante pour mobiliser l'électorat populaire. Vous avez une autre proposition en ce qui concerne ce bras de fer commercial qu'a engagé Donald Trump avec le monde entier, mais aussi notamment avec l'Europe, avec cette guerre des tarifs douaniers. Vous proposez ce que vous appelez un protectionnisme d'interposition. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement qu'il faut conditionner l'accès à nos marchés au fait que les entreprises étrangères et leurs propriétaires payent un minimum de taxes. Parce qu'il n'y a pas que nos milliardaires à nous qu'il faut taxer. Et ça, c'est applicable concrètement? C'est très applicable concrètement. C'est-à-dire qu'il y a déjà d'abord un impôt minimum sur les multinationales de 15%, sur lequel on s'est mis d'accord en 2021 à l'OCDE. Et dans cet accord, il y a des clauses qui viennent dire, OK, si les États-Unis, d'ailleurs Trump ne veut pas l'appliquer, ne taxent pas leurs multinationales, alors nous, la France et les autres pays qui font partie de cet accord, on va venir collecter les impôts que les États-Unis choisissent de ne pas prélever. Moi, ce que je propose, c'est simplement de systématiser cette approche. C'est-à-dire, très concrètement, si Tesla veut vendre des voitures en France et qu'il ne paye pas d'impôt sur les sociétés aux États-Unis, ou pas suffisamment, alors la France doit venir collecter la différence. Et systématiser cette approche, c'est-à-dire qu'il faut faire la même chose pour les propriétaires de Tesla, Elon Musk et les autres grands milliardaires américains. Pour faire ça, ça implique que les Européens soient parfaitement alignés. Et pour être parfaitement alignés, il faut qu'ils partagent les mêmes intérêts dans leurs relations avec les États-Unis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez. Non, mais c'est toujours mieux quand on est unis, ça c'est sûr. L'union fait la force. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire tout seul. N'importe quel pays, même au sein de l'Union européenne, peut mettre des conditions à l'accès à son marché, y compris des nouvelles conditions fiscales. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir forcément collecter toutes les taxes que les États-Unis choisissent de ne pas prélever, mais on pourrait en collecter une partie. Voilà, si Tesla fait 10% de ses ventes en France, on va collecter peut-être 10% de la différence entre ce qu'ils auraient dû payer et ce qu'ils ont payé en réalité. Alors il nous reste assez peu de temps, mais j'aimerais votre regard sur deux sujets d'actu en France. D'abord, ce souhait qu'a exprimé mardi Emmanuel Macron. Il veut revoir le financement de notre modèle social. L'idée serait de moins taxer le travail pour taxer davantage la consommation via, si on a bien compris en tout cas, une TVA sociale. C'est une bonne idée pour vous ou est-ce que ça risque de bloquer ce qu'on appelle le moteur de la consommation? Dans le système, dans la situation actuelle, où comme je le rappelais, les catégories populaires, les classes moyennes supérieures payent 50% de leurs revenus en impôts et les milliardaires 2 fois moins, dire on va accentuer ce déséquilibre en venant rajouter de la TVA qui est payée par la plupart des Français, mais pas par les très grandes fortunes, ça me semble difficilement Emmanuel Macron dit la TVA, il n'y a pas que les Français qui la payent. Moi, je pense qu'avant d'augmenter quelque impôt que ce soit, il faut venir collecter le déficit fiscal des milliardaires français. C'est les gens qui sont à la fois les plus riches et les plus sous-imposés. Il n'y a aucune réforme fiscale qui est acceptable de faire avant d'avoir résolu ce problème. Parce que cette TVA sociale permet quand même d'augmenter le net touché par les Français à la fin du mois sur leur fiche de paye. C'est ça l'idée. Écoutez, on en reparlera quand on aura mis un terme au problème numéro 1, qui est le problème que je décrivais et qui n'est pas un problème anecdotique, parce que les sommes en jeu, c'est 20 milliards d'euros si on met en œuvre cet impôt minimum de 2% sur les centimes millionnaires français, 1800 foyers fiscaux. 20 milliards, dans la discussion budgétaire actuelle, c'est presque 1 point de PIB. C'est un tiers de l'effort qui est recherché pour l'année prochaine. C'est loin d'être anecdotique. On cherche 40 milliards. 40, pardon, ouais, donc la moitié. L'autre sujet d'actualité qui nous a mobilisés ces derniers jours, c'est cette proposition de référendum de François Bayrou. Alors, pas sur le budget en soi, mais sur la trajectoire des finances publiques de la France. Est-ce que ça présenterait un intérêt, selon vous,
du point de vue économique, ou est-ce que c'est juste, si je puis dire, pas une manœuvre politique, mais en moi, tout cas... je crois à la discussion parlementaire. Je suis ravi d'ailleurs de voir les progrès qui ont été réalisés dans la qualité de la discussion qu'on a sur ces questions, grâce à la discussion de la proposition de loi en février. Là, je pense que l'examen de cette proposition de loi le 12 juin au Sénat va permettre encore de simplement mieux expliquer les problèmes qui se posent et les solutions qui existent. Et je pense qu'on peut avoir un débat beaucoup plus riche, un débat démocratique beaucoup plus riche quand on suit cette procédure parlementaire que plutôt que dans un référendum où il faut voter oui ou non à une question très générale et qui ne permet pas d'aller au fond du sujet. Merci beaucoup, Gabriel Zucman, d'être venu donc sur le plateau de Ça vous regarde. C'est l'heure de la question qui fâche à présent. François Bayrou a-t-il réussi son audition hier devant la commission d'enquête parlementaire dans le cadre de l'affaire Beta-Ram? On en débat ce soir avec Louis Ossalter. Bonsoir, vous êtes journaliste politique au Figaro, et Jean-Baptiste Daoulas. Bonsoir. Bonsoir Clément. Journaliste politique à Libération. On va commencer peut-être par un rappel de ce qui s'est passé hier pendant ces 5h30 d'audition à l'Assemblée avec Clément Perrault. Notre question qui fâche nous replonge dans une audition sous haute tension avec un François Bayrou à l'offensive. Votre formulation est malveillante. C'est une méthode, pardonnez-moi de vous dire, un peu grossière. Ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Vous ne cherchez pas la vérité, vous la déformez tout le temps. La découverte incroyable de votre malhonnêteté, la perversité impuissante dans laquelle vous êtes. La cible du Premier ministre, les membres de la commission d'enquête, et en particulier le co-rapporteur issu de la France Insoumise, Paul Vannier. François Bayrou se montre également très incisif dès lors qu'il évoque les témoins du dossier qui l'ont chargé en audition. Alors c'est extrêmement simple, le gendarme entend soit il ment, soit il affabule. Je veux bien accepter l'idée qu'il affabule, que cette enseignante dit qu'elle a eu beaucoup d'ennuis et qu'elle a été par la médecine scolaire réputée dérangée. Elle le dit devant vous. L'attitude très offensive de François Bayrou a marqué les membres de la commission d'enquête. Ce matin, ils ont réagi en conférence de presse. Une attitude qui était un peu difficile pour nous. Il a remis en cause les rapporteurs, Paul Vannier et Violette Spilbou. Il a remis en cause ma présidence. En s'attaquant à la lanceuse d'alerte comme il l'a fait, François Bayrou entretient l'omerta et tente d'intimider celles et ceux qui voudraient dénoncer des violences. Cela me paraît inacceptable, cela me paraît extrêmement grave. La co-rapporteure Violette Spilbou trouve au contraire des raisons à l'attitude du Premier ministre. C'est une défense extrêmement vigoureuse d'un homme politique qui a été attaqué depuis des mois dans son honneur, dans son intégrité, par mon collègue Paul Vannier. Et nous en discutons sereinement, ça peut surprendre, mais nous en discutons. Nous n'avons pas le même point de vue. Notre question qui fâche est la suivante. En lâchant ainsi ses coups, François Bayrou a-t-il adopté la bonne stratégie ? Alors, je vais vous poser la question dans un instant, mais d'abord, en fait, si on vous a fait venir face à face aujourd'hui, c'est parce que vos deux journaux ont eu une lecture radicalement opposée, si l'on peut dire, de la prestation de François Bayrou hier. C'est même rassurant. Le Figaro a salué ce matin, je cite, le brio de François Bayrou, quand Libé a titré sur la stratégie de l'embrouille de François Bayrou. Alors, Louis Ossalter, il s'en est sorti avec brio, le Premier ministre. En tout cas, il est arrivé offensif. C'est-à-dire, il est arrivé avec on l'a vu, pas seulement arriver, il a mené cette audition avec la volonté de ne pas se laisser faire et face aux attaques, il a contre-attaqué. Il faut rappeler que c'est une commission d'enquête parlementaire qui mène des auditions. Le décorum peut laisser penser parfois que c'est en fait un accusé, l'attitude des... il en a joué, du président ou des... Bien sûr, mais l'attitude de la présidente ou des rapporteurs dans cette commission, comme d'autres, peut laisser penser qu'ils peuvent parfois se prendre pour des juges, en tout cas pour des justiciers. Des procureurs. Voilà, cette mise en scène fait que François Bayrou, il arrivait dans une position délicate et il a décidé de ne pas faire comme au tribunal parce qu'on n'est pas au tribunal. Donc il a fait de la politique, il est à l'Assemblée nationale, il a évidemment parlé des faits et on sentait quand même beaucoup de préparation chez un homme qui nous a plutôt habitués à l'improvisation, y compris depuis qu'il est Premier ministre. Donc il avait quand même beaucoup de préparation, mais parfois avec un peu de mal à s'y retrouver dans les noms, dans les dates. Et dans les... parce qu'il y avait des problèmes de forme dans l'organisation de la commission et je pense que ça a aussi perturbé l'audition. Ouais. Mais en tout cas, il y a eu cette volonté d'une contre-offensive sur les faits et aussi politique, et ça on en reparlera sans doute en parlant du rôle de Paul Vannier. Ouais. Jean-Baptiste Daoulas, c'était François l'embrouille pour reprendre l'expression. Oui, parce que finalement, effectivement, on ne va pas parler de brio, mais il a évité la catastrophe hier.
hier, mais c'était à la fin tellement embrouillé au bout de 5h30 d'audition qu'on n'y comprenait plus rien. Et au final, c'était peut-être ça le but. Alors, c'était extrêmement brouillon, bavard, on avait souvent du mal à le suivre, on avait parfois l'impression qu'il comprenait de travers des questions qui lui étaient posées. Et pour tout dire, en disant que cet homme-là est à Matignon à prendre des centaines de décisions par jour sur des sujets extrêmement variés pour l'intérêt du pays, ça dégage sur la forme quelque chose d'assez inquiétant. Mais au-delà de la forme, il y avait quand même une question d'attitude, de respect démocratique. François Bayrou, c'est quand même le président du mouvement démocrate. On attaque ce que j'appelle la stratégie de François Bayrou, qu'on vient de voir dans ce sujet, engager un rapport de force avec la présidente de la Commission, et puis surtout avec le rapporteur insoumis Paul Vannier, mettre en cause l'impartialité de la commission d'enquête. Ça vous a dérangé, ça ? Je vais être honnête, au début, sur le principe, j'étais un peu gêné par cette mise en scène, ce côté un petit peu tribunal. On avait l'impression que dans l'attitude, effectivement, de Paul Vannier, il pouvait y avoir un côté un peu procureur, où finalement, faire la lumière sur les scandales était presque autant, voire moins important que de coincer François Bayrou. Donc qu'il ait eu cette attitude, ça pouvait se comprendre. En revanche, François Bayrou, il est tenu à prendre de la hauteur aussi, à répondre aussi calmement, avec respect. Il n'y a pas que Paul Vannier dans cette commission. C'est une commission qui a été votée à l'unanimité par tous les groupes politiques. Des députés de tous les groupes politiques veulent avoir des réponses sur ces faits de violence extrêmement graves commis pendant des décennies contre des enfants dans des écoles privées. Ça méritait quand même qu'on y réponde sans que ça vire au combat de catch. Louis Ossalter, sur ce choix stratégique du rapport de force, de la mise en cause de l'impartialité de la Commission, il a eu raison. C'était un choix payant, selon vous ? Il a eu raison de pointer une instrumentalisation, oui, tout à fait. Alors, non seulement dans certaines modalités d'organisation, il a remis en cause, par exemple, la transcription d'un témoignage. Bon, ça, du coup, à la fin, effectivement, c'est embrouillé. Oui, mais alors, il est allé, pour être très clair, il est quand même allé jusqu'à remettre en cause l'impartialité des fonctionnaires de l'Assemblée dans leur compte-rendu. Il va très loin, il est Premier ministre quand même. Il a dit « je remets en cause les retranscripteurs et ceux qui contrôlent ». Donc c'était aussi une manière de pointer les responsables de cette commission d'enquête, tout simplement. Mais je pense que le sujet, il a eu raison de pointer un sujet, ou plutôt une personne, qui était Paul Vannier, le co-rapporteur de la commission d'enquête. Parce que... on s'est posé la question, parce qu'il a quand même mis en cause la présidente, et puis même à un moment, Violette Spilbout. Oui, mais le match, comme l'a souligné Jean-Baptiste, le match principal, le match de catch, il était entre Paul Vannier et le Premier ministre. Et il a continué ce matin lors de la conférence de presse, quand il est apparu que Paul Vannier, il accuse François Bayrou d'avoir menti. Donc c'est-à-dire que les conclusions qu'il tire de cette audition, c'est que François Bayrou aurait menti devant la représentation nationale. Là où Violette Spilbout l'a dit et l'a assumé aux côtés de Paul Vannier, elle n'en tire pas du tout les mêmes conclusions. Mais il faut quand même avoir en tête qu'il y a chez Paul Vannier un double agenda politique. Le premier, c'est de renverser François Bayrou. Je ne faut pas oublier que c'est l'objectif de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a verbalisé, c'est faire tomber tous les gouvernements les uns après les autres jusqu'à ce qu'on précipite les choses pour que lui puisse arriver au pouvoir. Et son deuxième agenda, qui n'est pas caché à Paul Vannier, c'est de mettre en cause l'enseignement privé catholique sous contrat. Je vous rappelle qu'il a été déjà co-rapporteur d'un rapport parlementaire, c'était l'an dernier, où il dressait un réquisitoire contre l'enseignement catholique sous contrat. Et ça, c'est vraiment dommage pour les victimes. Parce que c'est un continent caché, la violence envers les enfants. Et ça ne concerne pas uniquement l'enseignement catholique privé, sous contrat, hors contrat. Et ça ne concerne pas uniquement l'éducation nationale. La sphère familiale est d'abord concernée. Alors, la commission d'enquête, elle est sur catholique on est bien d'accord, et public. Mais là, je voulais pointer l'attitude de Paul Vannier et son agenda politique qui n'est pas caché. Sur ce point précis, Jean-Baptiste Daoulas, elle est sortie de son rôle, la commission d'enquête, ou Paul Vannier, lui, personnellement ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Paul Vannier est dans une attitude, effectivement, de vouloir faire trébucher François Bayrou. Ça, le but politique, il est très net. Mais il y a quand même... Quelle commission d'enquête n'a pas un but politique, j'ai envie de dire. Mais ça là-dessus, on est d'accord, et c'est pour ça que j'allais vous dire aussi, et c'est exactement ce que j'allais vous dire, Clément, justement, qu'il y avait des questions que, légitimement, auxquelles, légitimement, François Bayrou aurait dû répondre calmement. Il y a quand même ce moment où il y a une sorte d'occasion manquée de la part de François Bayrou. On lui ressort cette phrase qu'il dit la première fois qu'il est interrogé aux questions au gouvernement, où il dit « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais ». C'est ce qui fait dire à Paul Vannier qu'il a menti à ce moment-là, au vu de l'évolution de ses déclarations. Même si on laisse de côté, c'est menti, pas menti, il aurait très bien pu dire « Bon,
je m'exprimais à chaud comme ça, je n'y attendais pas, je n'ai pas été précis, je suis désolé d'avoir dit ça, laissez-moi préciser ma pensée. Il n'y a aucun mea culpa de la part de François Bayrou. Jamais un bougé, jamais le fait de dire je vais faire un petit recul, je vais préciser quelque chose, je vais m'excuser, jamais. C'est vraiment, il est dans une confrontation extrêmement dure. Et on a l'impression qu'il n'avait absolument rien à se reprocher, et c'est assez perturbant. Il aurait fallu un petit mea culpa. J'ai un point d'accord avec Jean-Baptiste sur en fait, l'erreur de François Bayrou, effectivement, son erreur initiale, c'est sa première réponse. Parce que là, il ne parle pas des victimes, il parle de lui-même. Et effectivement, il improvise, en fait. On sent bien qu'à ce moment-là, il est très touché personnellement, il a une réaction assez sanguine, mais il n'est pas préparé, il n'est pas suffisamment factuellement préparé. Et ça, je pense que cette erreur initiale dans sa réponse aux députés, il n'a pas fini. En 2 secondes, quel impact dans l'opinion? Qu'est-ce que les Français vont retenir de tout cela? Les commissions parlementaires, heureusement ou malheureusement, ces commissions d'enquête parlementaires, on n'en retient pas grand-chose. Je pense que l'opinion n'a pas retenu grand-chose de celles qui pourtant s'étaient transformées en grand spectacle. Entre 14 et 17% de code de confiance, il pourra difficilement creuser plus bas, donc ça ne va pas changer grand-chose. Bon. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur le plateau de Ça vous regarde. Ça vous regarde, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité et bonne soirée sur LCP.